qui sera présenté par Abdoulaye Seck, directeur de Synergis Africa, et de décliner les principales exigences de ces normes avec des exemples et cas pratiques, qui sera présenté par Élise Dalmeida, responsable environnement de Synergis Africa. Lors des présentations, nous vous prions de bien vouloir couper votre micro et votre vidéo. Vous pouvez adresser vos questions dans le chat en précisant votre nom et les questions seront répondues après les présentations. Une séance d'essence sera ouverte après les présentations pour pouvoir échanger sur les différentes questions qu'on aura à soulever ici. Merci aussi de bien vouloir compléter la fiche d'évaluation à la fin de la formation. Il y aura un questionnaire d'auto-évaluation qui sera mis à votre disposition, en guise de pré-diagnostic pour votre entreprise. Je m'en vais passer la parole à mon collègue Abdoulaye qui va présenter d'abord le cabinet avant d'attaquer le premier module. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette session de formation, d'introduction plutôt au système de management de l'énergie. Donc, je me nomme Abdoulaye Seck, je suis directeur du cabinet que je vais vous présenter rapidement avant d'aller vers le premier module. Donc, Synergis Africa, c'est un cabinet de conseil qui a été créé en 2015 et qui intervient exclusivement sur des projets de développement durable avec une volonté de fournir des services accessibles aux petits et moins. C'est aussi une entreprise qui développe beaucoup d'outils collaboratifs grâce aux technologies de l'information et de la communication, notamment en termes de e-learning ou de gestion de projets, pour réduire le coût de ces interventions. Nous avons principalement 4 domaines d'expertise. Donc d'abord l'énergie durable avec notamment l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, donc de la partie étude jusqu'à la partie accompagnement dans l'exploitation. Nous avons également une expertise en finance climatique, finance durable, où nous accompagnons le secteur bancaire, les institutions financières, dans l'accès au fonds climat et dans la mise en place de politiques d'investissement responsable. Nous développons également des modules de formation et nous développons aussi des projets d'innovation, notamment pour le management de l'énergie, l'audit énergétique, et nous formons dans tous les domaines du secteur du développement durable. Et pour finir, nous avons un département de production qui est du secteur industriel et des services pour développer leur performance tout en respectant l'environnement et en réduisant leur consommation d'énergie. Donc, vous voyez qu'on a un panorama de partenaires du secteur public, du secteur privé, d'entreprises industrielles, de grandes entreprises, mais également de petites entreprises. Et voilà, pour tous ces clients-là, nous intervenons exclusivement sur le projet de développement durable. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'écran? Alors, on va passer au premier module d'introduction donc sur les systèmes de management de l'énergie. Donc, l'idée de ce module, c'est vraiment de camper le débat en termes de contexte, d'enjeux, de la mise en place de systèmes de management de l'énergie,
de vous présenter quelques cas donc de pratiques d'entreprises qui ont eu à mettre en œuvre ces systèmes de management de l'environnement et également de revenir rapidement sur le principe de la norme avant de donner la parole à Élise qui va aller un peu plus en détail. Alors, le contexte dans lequel ces normes 14001, ISO 50001 précisément, donc les normes de management de l'environnement et de l'énergie ont été mises en place, c'est dans le contexte global lié on va dire, à l'augmentation de la production industrielle, au développement, à l'augmentation de la population, l'amélioration des conditions de vie. Ça s'accompagne bien évidemment d'une augmentation des consommations d'énergie, de la pollution. Et au niveau international, ces éléments-là sont bien pris en compte. Alors, on a un souci, peut-être la diapo ne s'affiche pas très bien, donc je vais revenir en mode présentation pour présenter mon écran en entier. Et sans mode présentation, comme ça vous pouvez voir ce que je suis en train de présenter. Donc, voilà. Donc, ces enjeux-là donc causent une hausse de la demande d'énergie d'eau et donc la pollution. Et le phénomène le plus célèbre dont on parle en tout cas aujourd'hui beaucoup, c'est le phénomène des changements climatiques. L'accord vient se fixer un objectif à 1,5. Ça, c'est le contexte au niveau global. Au niveau un peu plus, on va dire, juridique, on a un ensemble d'arsenal de conventions, de protocoles qui ont été ratifiés par le Sénégal. Au niveau fixe le cadre, donc on peut en citer quelques-uns, la Convention globale sur les déchets, le sommet de Rio qui fixait les liés au développement durable, le protocole de Kyoto qui a été le premier accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a ensuite pas mal de conférences avant d'arriver on a la convention de Minamata sur le mercure qui est de 2013 et tout récemment, hein, 2015, cet accord d'ailleurs vient de fêter ses 5 ans, l'accord de Paris qui fixe les conditions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique. Alors au niveau local, on peut aussi rappeler quelques référentiels, c'est le code de l'environnement, qui est un cadre juridique qui s'applique à tout le monde et qui permet de gérer la gestion de l'environnement axé sur les installations sur les énergies renouvelables, qui vient mettre l'accent sur la diversification des sources de production d'énergie avec une mise en avant des énergies renouvelables. On a tous constaté que dans ces dernières années, le volume et la puissance d'énergie installée a vraiment été augmentée avec les solaires, plus de 100 contributions déterminées au niveau national, qui vient d'être approuvée par sur ses intentions et ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Donc, c'est un document, je pense que tout le monde devrait regarder parce qu'il s'agit d'un engagement
et une autre partie qui dépend des financements. Et dernièrement, on peut citer aussi l'exemple de la loi sur le plastique qui date de nouvelles règles de gestion du plastique avec notamment des interdictions d'importation et d'utilisation de sachets à faible mix. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on a les normes ISO 14001, ISO 50001 en tout leur sens pour toute organisation, pour les accompagner, pour qu'ils aient une méthode de réduction de leur impact environnemental et de mieux gérer leur consommation d'énergie. Et c'est Bonjour, là il s'agit de l'ISO 4. bonjour Abdoulaye, excuse-moi de te déranger, hein, il y a des micro-coupures audio. Pardon? Excuse-moi de te déranger, hein, mais il y a des micro-coupures audio en fait. Je ne sais pas si je suis le seul à remarquer ou pas. Et on a perdu l'écran également. Ah. Je vais ressortir et... L'écran est toujours affiché, mais c'est plutôt les micro-coupures, quoi. Ok. Et là, est-ce que c'est mieux? Des micro-coupures, ouais. Okay. Bon, je sais pas, moi, je ne vois plus l'écran. Je ne sais pas pour les autres, hein, mais moi, je ne vois plus l'écran. On arrive à... Vous ne voyez plus l'écran? Moi, je vois l'écran, mais je pense que c'est la connexion qui peut-être déconnectée. Non, moi, je vois l'écran aussi. Hein. Ok. Moi aussi. D'accord, bon, c'est peut-être le réseau hein, qui fait ça. En tout cas, dans tous les cas, excusez-nous si ça ne s'affiche pas. OK. Donc, on va passer maintenant aux enjeux de la mise en place de systèmes de management et de l'environnement et de l'énergie. En tout cas, pour une organisation de manière plus locale. Là, on vient de voir le contexte dans lequel tout ça est mis en œuvre. Maintenant, pour une organisation, quels sont les enjeux aller mettre en place un système de management de l'énergie et de l'environnement. Le premier enjeu, toutes les normes, toutes les recommandations qu'on vient d'énumérer, c'est de réduire les consommations en eau, en énergie et en matières premières. Donc, c'est limiter la consommation de ressources locales. Ça peut être pour des raisons économiques, mais ça peut être juste pour des raisons éthiques et pour des raisons de disponibilité de la ressource. Nous avons des économies financières, bien sûr. Le fait d'être conforme à la législation environnementale permet d'éviter de payer des taxes ou des pénalités. Et rappelons que mettre en place un système de management de l'environnement, respecter aussi la réglementation, ça on le verra un peu plus loin. Ça permet aussi de se poser des questions sur les possibilités de valoriser ces sous-produits pour générer des revenus. Une entreprise qui éliminait ses déchets sans évaluer le potentiel de valorisation, en mettant en place un système de management environnemental énergétique peut se retrouver à générer de l'énergie ou à fournir ses sous-produits à une autre entreprise. Ça permet de réduire les risques parce qu'on ne manage pas l'énergie et l'environnement en prenant des risques pour les salariés, mais de manière générale, ça permet de réduire les risques pour l'entreprise, pour qu'elle soit déjà conforme à la législation, mais qu'elle gère mieux ses ressources. Et ça donne bien sûr un avantage concurrentiel. Et sur l'énergie, voilà, typiquement le Sénégal a un prix de l'électricité qui est très très élevé, qui peut coûter jusqu'à 140, 180, voire 200 francs pour certaines petites entreprises. Et donc, réduire cette facture d'électricité est bien évidemment un facteur de compétitivité très, très, très important. Rappelons qu'on paye 2 fois notre électricité, 2 fois plus cher que la Côte d'Ivoire et 3 fois plus cher que la France. Donc, toute économie d'énergie est un gain de compétitivité pour l'entreprise
ou pour une collectivité ou pour tout simplement n'importe quelle organisation. Et pour finir, c'est aussi un outil de management, système de management. Ça permet d'améliorer les conditions de travail des salariés. Ça permet aussi d'impliquer le personnel dans un projet fédérateur. La mise en place d'un système de management, c'est toujours l'occasion d'intégrer des salariés dans ce projet pour les impliquer et pour leur propre satisfaction dans l'atteinte des résultats de l'entreprise. Et ça permet également d'améliorer l'image de marque et le positionnement de l'entreprise par rapport aux clients et aux fournisseurs. Si on donne un exemple, c'est le secteur actuellement de l'oil and gas qui se développe. Il est clair qu'il y a des exigences en termes de management environnemental que les compagnies pétrolières vont demander à leurs sous-traitants. Et donc, ce sera un facteur de compétitivité pour une entreprise qui est sous-traitante et qui est certifiée ISO 14001 ou ISO 50001, ou qui a ne serait-ce qu'un système de management bien défini. Ce sera forcément un avantage concurrentiel. Alors, l'ISO 14001, elle est assez ancienne, hein, elle date de longtemps. On a aujourd'hui des milliers et des milliers d'entreprises qui sont certifiées. Le top, c'est au Japon. On a presque 25 000 entreprises certifiées. Donc, c'est vraiment un label qui est connu, reconnu. Au niveau national, on en a beaucoup. On verra un exemple tout à l'heure. Ici, on a un exemple d'une entreprise basée à Genève qui s'est certifiée en 2015, qui intervient dans le secteur de l'impression, des médias, des créations visuelles. Et on peut voir que la certification lui a permis d'améliorer le confort de son personnel, de conserver un gain pour ses clients et surtout de mettre en œuvre également des actions RSE pour compenser quelque part ces émissions ou ces consommations de ressources en bois, et en faisant également mettant des coopératives et pour alphabétiser les femmes. Donc, c'est un outil à ce type d'activité. On a une autre entreprise dans le secteur du ciment, dans l'entreprise de Madagascar, Holcim, qui est certifiée en 2018. Et cette certification a permis à l'entreprise d'avoir un plan d'action avec quelques éléments, notamment la réhabilitation de carrières, le reboisement à grande échelle, la promotion de briques en terre compressée et la valorisation de sous-produits de la centrale thermique, notamment le verre cassé et autres. Donc, voilà, c'est le type de système de management qui permet d'avoir un plan d'action clair et de répondre aux exigences, mais également d'avoir des actions qui améliorent de manière très intéressante la compétitivité de l'entreprise. On a également l'exemple de la société LCS qui est au Sénégal, qui s'est certifiée en 2018 et qui est dans le secteur de production de câbles domestiques et industriels de moyenne tension, basse tension, et cette certification lui a permis de réduire ses coûts de production et de maîtriser sa production, de réduire ses impacts environnementaux, d'améliorer le confort visuel et la sécurité du site de production, d'améliorer la satisfaction de ses clients et aussi de montrer l'image d'une entreprise responsable. Donc, je pense que c'est une entreprise que tout le monde connaît et qui communique aussi sur cet élément-là. Alors, en ce qui concerne l'ISO 50001, c'est une norme qui est assez jeune, hein, qui date de 2011, si je ne me trompe. Donc, c'est une norme aujourd'hui qui est beaucoup plus utilisée par les industriels, mais qui peut également s'appliquer aux tertiaires et aux services. En Afrique, on n'a pas beaucoup de certificats encore, mais c'est en train de se développer. Au Sénégal, à notre connaissance, il y a une entreprise et il y en a d'autres qui sont dans le process. Le lead au niveau de l'Afrique est fait au niveau de l'Afrique du Sud et du Maroc ou de la Tunisie, où il y a vraiment eu des programmes pour accompagner des entreprises à se certifier dans les systèmes de management de l'énergie. En guise d'exemple, on a Cougar, des équipements biomatériaux, des vins, spiritueux,
l'infrastructure, de l'immobilier, qui en 2019 et qui, de manière très pratique, a annoncé que cette certification lui avait permis de faire une réduction de consommation en eau de 35%, une réduction de sa consommation d'énergie de 15%. Il faut savoir qu'une entreprise qui n'a jamais mis en œuvre un système de management de l'énergie et qui le fait, typiquement, peut gagner entre 10 et 15% sur ses consommations d'énergie, avec un investissement qui est très faible, vraiment en jouant sur le suivi, la gestion et le management de l'énergie. Donc, c'est un outil qui est très, très intéressant et qui est très rentable. L'entreprise a pu également réduire ses émissions de gaz à effet de serre, améliorer la santé et la sécurité de ses employés et réduire ses consommations d'emballage de 5%. Donc, on voit que c'est un référentiel qui, lorsqu'il est appliqué, permet d'avoir des gains assez importants en termes de compétitivité, 35% sur l'eau, 15% sur l'énergie. Je pense que pour les entreprises industrielles, le calcul est vite fait. Alors, au Sénégal, on a la Orange, Sonatel, qui est certifié ISO 50001 sur un périmètre bien déterminé. Et voilà, cette certification a permis d'avoir un plan d'action pour faire le relamping des sites, pour passer à LED, à baisser les consommations de 40 à 55% selon les puissances installées sur les différents sites, d'impliquer le personnel et d'améliorer le cadre de travail. Il faut insister sur le fait que manager l'énergie, c'est d'abord gérer le confort. On ne fait aucune action de réduction de consommation si on ne garantit pas le confort. Donc, c'est pour ça, généralement, c'est un indicateur qui ressort tout de suite dès qu'on arrive à mettre en place ces systèmes de management. Dans tous les cas, on arrive à améliorer le confort des participants. Et pour finir, on réduit également ces émissions de gaz à effet de serre. Quand on connaît les engagements du Sénégal sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers sa CDN, donc ça montre que l'entreprise participe à l'effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, maintenant, je vais passer de manière globale au principe de comment sont organisées ces normes. ISO, donc que ce soit ISO 14001, ISO 50001 et d'autres ISO, elles utilisent tous la structure HLS, donc High Level Structure. C'est une structure qui revient systématiquement avec deux principales composantes. Donc, on a des aspects généraux sans exigence. Donc là, il s'agit des domaines d'application, des références normatives et des termes et des définitions. Pour chaque norme, on va avoir ces éléments. Et puis, on va avoir des exigences basées sur ce qu'on appelle le PDCA, donc la roue de Deming, qui est, comme vous le connaissez, hein, le plan, planifier, faire, vérifier et agir. Donc, plan, do, check and act, c'est ça le PDCA. Et on a différentes exigences qui vont se placer dans chaque catégorie. On a le contexte de l'organisme qui va, lui, être au niveau de la planification, la planification des activités également. On a le leadership qui est commun à toutes les activités et qui permet d'ailleurs, c'est le plus important, de faire tourner tout ça. On a le support et la réalisation des activités qui sont dans le faire, dans le do. On a le check qui est l'évaluation des performances et on a, pour finir, l'amélioration avec les actions qui sont faites pour lever les non-conformités. Voilà, j'arrive au bout de cette première partie introductive de la présentation sur les systèmes de management de l'environnement et de l'énergie. Je vais passer la parole à Élise d'Almeida pour la suite. Élise, tu as la parole. Merci Abdoulaye. Et bonjour à tous et bienvenue à tous les participants. Je me présente Élise d'Almeida et je suis responsable environnement du cabinet. Alors, pour ce module 2 sur les exigences, nous rappelons que cette formation est destinée aux dirigeants, aux managers opérationnels. Donc, nous mettrons en évidence uniquement les principales exigences jugées pertinentes ou importantes pour ces dirigeants ou managers.
Comme nous l'avons vu précédemment, les deux normes ont la même structure HLS, High Level Structure, donc les mêmes chapitres. Rappelons que ces normes ont en tout 10 chapitres, dont 7 correspondant à des exigences allant du chapitre 4 au chapitre 10. Donc, dans cette présentation, nous ne parlerons que des chapitres 4, 5, 9 et 10 importants pour les dirigeants ou managers opérationnels. Le contexte de l'organisme correspond au chapitre 4 de la norme ISO 14001 et de la norme ISO 50001, et donc au premier chapitre étant une exigence. Dans ce chapitre, il s'agit de déterminer les enjeux internes et externes, les besoins et attentes des parties intéressées, le domaine d'application et le système de management environnemental. Les enjeux internes et externes. L'analyse du contexte permet une meilleure compréhension des enjeux internes ou externes susceptibles d'avoir une influence, qu'elle soit positive ou négative, sur le système de management mis en place. Ces enjeux peuvent être déterminés à l'aide d'outils tels que le SWOT ou le PESTEL. Le SWOT permet d'analyser l'entreprise en interne, c'est-à-dire de déterminer les forces et les faiblesses, et d'analyser l'entreprise en externe, c'est-à-dire de déterminer les opportunités et les menaces. Le PESTEL permet aussi d'analyser l'entreprise, mais aussi son marché, et donc d'approfondir l'analyse SWOT à travers les aspects suivants, tels que la politique, sociale, l'aspect technologique, environnemental et légal. Prenons le cas d'une entreprise du secteur hôtelier souhaitant mettre en place un système de management. Et dans ce cas, la direction devra identifier les enjeux internes et externes. Dans le SWOT, l'entreprise détermine ses enjeux internes à partir des forces et des faiblesses, qui peuvent être une bonne capacité technique pour les forces et comme faiblesse, avoir une pollution non maîtrisée. Pour les opportunités, on peut avoir le financement des PME, et pour les menaces, l'impact de la COVID-19. Le PESTEL met en évidence les enjeux politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux. Toujours dans le contexte de l'organisme, nous allons déterminer les besoins et attentes des parties intéressées. L'organisme doit avoir une compréhension générale sur les besoins et attentes afin de déterminer les obligations de conformité. Prenons le cas d'une entreprise. Et pour cette entreprise, la direction doit déterminer toutes les parties intéressées, influencées ou ayant une influence sur le système de management mis en place. Dans ce tableau, les parties intéressées peuvent être le ministère de l'Environnement représenté par la direction de l'Environnement ou le personnel ou le fournisseur de matières premières. Ensuite, il faut déterminer les besoins et attentes pour chaque partie intéressée et choisir celles qui sont pertinentes ou non à l'entreprise. Les besoins et attentes devront devenir des obligations de conformité. Toujours dans le contexte de l'organisme, le domaine d'application du système de management environnemental ou énergétique a pour but de déterminer les limites physiques ou les limites organisationnelles au sein desquelles l'entreprise peut choisir d'appliquer le système de management à toute l'organisation ou à tous les processus ou seulement à une activité bien définie. Prenons l'exemple d'une ville qui souhaite mettre en place un système de management énergétique. La direction peut appliquer Excusez-moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros, s'il vous plaît. Prenons l'exemple d'une ville qui souhaite mettre en place un système de management énergétique. Le choix du domaine d'application peut se porter sur le transport ou sur le bâtiment. Pour une entreprise d'extraction minière souhaitant mettre en place un système de management environnemental, le domaine d'application
sera focalisé sur la gestion des déchets ou sur le processus de traitement des minerais. L'entreprise peut choisir un domaine d'application ou une activité dont qu'elle pourra maîtriser. Excusez-moi. Alors, le système de management environnemental ou énergétique contient toutes les exigences de la norme ISO 14001 et de la norme ISO 50001, dont les processus, les obligations de conformité, les politiques, etc. Ce système de management est basé sur la roue de Deming et se présente sous plusieurs formats, sous forme de documents ou sous forme de plateforme. Le leadership. Le leadership correspond aux 5 chapitres des normes, au chapitre 5 des normes. Pour la direction, le but de cette partie est de démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management mis en place à travers le leadership, et l'engagement, la politique environnementale ou énergétique, les rôles et responsabilités. Nous avons rajouté des éléments pertinents à prendre en compte par la direction, comme les actions de sensibilisation et de communication des acteurs et les ressources et compétences. Nous devons retenir que la mise en place du système de management environnemental ou énergétique est un réel projet d'entreprise qui doit être soutenu par la direction. Le rôle du leadership. Dans cette partie, il faut rappeler que la direction doit prendre la responsabilité de veiller à la réalisation de toutes les actions. Cet engagement peut se traduire par un document écrit, par exemple, où la direction démontre sa responsabilité globale de satisfaire les exigences de la norme. Donc, la direction peut démontrer son leadership et son engagement, par exemple, en assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management ou en communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management environnemental ou énergétique efficace pour se conformer aux exigences ou de veiller à ce que le système de management mis en place puisse atteindre les résultats attendus. Toujours dans le leadership, la politique environnementale ou énergétique permet à l'organisme de définir ses objectifs, de mener des actions pour obtenir les résultats escomptés du système de management environnemental ou énergétique et de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, avec comme engagement de protéger l'environnement, par exemple. Les rôles et responsabilités doivent être attribués au sein de l'organisme ou de l'entreprise. Pour cela, la direction doit lister toutes les personnes ayant une influence sur le système de management environnemental ou énergétique. Elle doit définir leur rôle et leurs responsabilités, ainsi que leurs autorités. Ces éléments doivent être communiqués au sein de l'entreprise, par exemple à travers des fiches de poste mises en place. L'objectif de cette action est de faciliter l'obtention des résultats du système de management et de se conformer aux exigences. Les actions de sensibilisation et de communication sont nécessaires au sein de l'entreprise. Comme énoncé au début du chapitre 5, la direction doit démontrer son engagement en sensibilisant et communiquant sur différents thèmes pertinents au système de management. Elle doit sensibiliser le personnel, non pas pour une mémorisation, mais pour que ces derniers puissent avoir une compréhension globale de ce système de management et surtout de l'importance de leurs tâches et de leurs conséquences dans le système de management. Par exemple, pour la communication, la direction doit déterminer sur quel sujet communiquer, à qui communiquer, comment communiquer. Prenons le cas d'une cimenterie qui souhaite mettre en place un système de management. Elle peut communiquer par exemple sur l'importance des consommations énergétiques en phase de production et pour cela, elle doit déterminer la période à laquelle se fera cette communication, c'est-à-dire pendant 4 mois. Elle doit aussi déterminer le responsable de ce plan de communication et le canal de communication. Ce canal peut se faire par réunion management, par échange de mails ou par partage documentaire.
Toujours dans le leadership, l'organisme doit fournir toutes les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et améliorer en continu le système de management mis en place. Prenons le cas d'une tannerie qui souhaite mettre en place un système de management. La direction doit fournir à toutes les personnes travaillant dans ce système de management les ressources financières, c'est-à-dire un budget qui entrera en jeu dans toutes les ressources à fournir, ainsi que les ressources humaines avec un personnel compétent, des ressources naturelles, par exemple des matières premières comme l'eau, l'énergie, des ressources technologiques comme les appareils de mesure pour les campagnes de mesure et d'analyse, ainsi que les infrastructures qui peuvent être des bâtiments. Dans cette partie des compétences, l'objectif pour la direction est de garantir que toutes les personnes ayant une influence sur le système de management sont compétentes, par exemple, sur la base d'une formation initiale. Toujours dans l'optique de l'amélioration continue, la direction peut identifier tous les besoins de formation dans le but de renforcer les capacités de ses employés. La méthodologie peut être simple, il suffit d'identifier les tâches concernées, ensuite d'identifier les compétences nécessaires pour la maîtrise de ces tâches, de comparer les compétences nécessaires avec celles disponibles dans l'entreprise pour établir un plan de formation. Le tableau suivant nous montre les besoins de formation pour une entreprise de traitement des déchets. Pour chaque catégorie d'employés, les types de formation ont été identifiés. Les techniciens, par exemple, devront être formés sur les aspects et impacts environnementaux. Tous les employés devront être formés sur la gestion des situations d'urgence et le champion ISO devra être formé en audit du système de management environnemental. L'évaluation des performances correspond au chapitre 9 des deux normes ISO 14001 et ISO 50001. Pour évaluer sa performance environnementale ou énergétique, l'organisme doit mener des campagnes de surveillance, de mesure, d'analyse sur les consommations énergétiques, sur les quantités d'eau utilisées ou sur les quantités de déchets produits. Pour cela, il faudra réaliser des revues de direction, c'est-à-dire des réunions. Il faudra planifier les actions et assurer une bonne gestion des documents. Il s'agit des informations documentées. C'est dans ce cadre que le cabinet propose un outil de performance. Ce tableau de bord énergétique permet de mettre en place la surveillance, c'est-à-dire des appareils de mesure ou des checklists, de définir les indicateurs pertinents pour la mesure des performances et de définir les installations soumises à contrôle périodique ou réglementaire. Ensuite, d'organiser l'exploitation des rapports de contrôle et le traitement des écarts constatés. Toujours dans l'évaluation des performances, la revue de direction correspond à des réunions de management ou de direction à réaliser à intervalles planifiés. Elle permet d'améliorer les performances de l'organisation car elle prend en compte les plaintes, les politiques, les modifications dans les enjeux ou dans les parties intéressées pertinentes. Elle permet aussi de mettre en place des indicateurs de performance. Ce tableau présente une information documentée comme preuve de la revue de direction réalisée sur une période donnée. Elle comprend le thème abordé sur la gestion des déchets de produits, les observations et les actions à mettre comme proposé ici. Il s'agit de créer un plan d'action pour la gestion des déchets et les recommandations, dont un benchmark sur les méthodes de gestion des déchets, un suivi du plan d'action et la vérification de l'efficacité du plan. Toujours, dans l'évaluation des performances, l'entreprise doit mettre en place des actions face aux risques et opportunités, en prenant les enjeux, les processus, les aspects environnementaux. Tout ceci dans le but de réduire les effets indésirables et de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Pour cela, la direction peut diriger une séance de brainstorming, pour identifier tous les risques et toutes les opportunités. Ensuite, il faut valider cette liste pour mettre en place des actions et ces actions seront évaluées puis réévaluées en continu.
Toujours dans l'évaluation des performances, il faut mettre sous forme d'informations documentées tout à la norme ou jugées nécessaires. L'entreprise doit avoir une maîtrise sur ces informations documentées qui doivent être conservées, tenues à jour, disponibles et convenablement protégées. C'est un template d'enregistrement sur les exigences légales. Elle doit contenir en tête la date, la référence, le numéro, l'auteur, la date de revue de validation et le responsable. Le corps du document comprend en objet les codes du décret ainsi que la liste. Pour ces informations documentées, il faut préciser le mode de conservation, c'est-à-dire sous format électronique ou sous format papier, et le mode d'élimination, c'est-à-dire une mise en décharge ou par brûlage. Un point important est que ces informations documentées, les informations documentées d'origine externe, comme les lois, les normes, comme ces normes, ou les statistiques doivent être maîtrisées par Dans les non-conformités et actions correctives, l'entreprise doit identifier toutes les non-conformités. Ces non-conformités peuvent être un départ de feu, un déversement accidentel de produits. Ensuite, après avoir identifié ces non-conformités, il faut classer ces non-conformités en non-conformité mineure ou majeure afin de mener des actions pour par la suite examiner ces actions et modifier si nécessaire le système de management environnemental. En conclusion, nous devons retenir que le système de management environnemental ou énergétique est un outil mis à la disposition des entreprises avec pour objectif d'améliorer la gestion de la performance énergétique ou environnementale. Il s'agit d'une démarche volontaire pour toutes les structures. Chacune décide ou non de la mettre en place. Des restaurants, des hôtels, des hôpitaux ou des administrations publiques. Les normes ISO 14001 et ISO 6, les chapitres de ces normes correspondent à une étape de ce modèle. Donc, pendant et après l'implémentation du système de management, nous devons toujours nous focaliser sur ce modèle de la roue de Deming et mettre en évidence le principe de l'amélioration continue. Les avantages de l'implémentation du système de management ont été démontrés à partir de benchmarks réalisés précédemment, dont des économies sur la consommation, un meilleur outil de management, donc un outil de management efficace, et le plus intéressant pour un organisme correspondant aux économies financières. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de la présentation sur le système de management environnemental et énergétique. Nous vous remercions de votre attention et je laisse la parole à mon collègue Abdul Majid Sow. Merci, Élise. Avant de passer aux questions-réponses, nous vous proposons les prochaines étapes qui seront mises en œuvre par le cabinet. Il s'agira d'élaborer des pré-JAC, le système de management de l'environnement et de l'énergie, d'organiser des formations approfondies sur la demande et les exigences de l'ISO 50001 et ISO 14001. Les personnes cibles seront les responsables environnement, qualité et énergie, avec des groupes restreints. La période de la formation sera en 2021, qui sera communiquée ultérieurement. Merci de votre aimable attention. Merci à tous. On va ouvrir maintenant les questions. On a pris un peu de temps pour présenter, essayer de condenser un peu tous ces éléments-là. On va vous... Si vous avez des questions, de les soumettre donc, soit dans le chat, je ne sais pas si on en a. Non, on n'en a pas dans le chat. Mais si vous avez des questions, il suffit juste de lever la main. Et puis on pourra y répondre, quoi. Pour la demande de parole, il faudra utiliser l'icône, la main qui se trouve en haut à droite. Merci.
questions. D'ici là, je vais en profiter pour insérer, pour copier un outil d'évaluation de la formation qu'on vous demande de bien vouloir compléter. C'est un formulaire rapide, hein. C'est vraiment très facile à compléter. Ça prend même pas 2 minutes, juste pour avoir votre retour sur mettre dans la chat room. Un autre, le premier formulaire qui est dans la chat room, donc vous pouvez compléter ça. C'est un formulaire qui est assez simple, qui prend 1 minute. Si vous voulez bien, avant de déconnecter, vous pouvez compléter ça. Et je vous mets également un autre formulaire qu'on vous enverra, mais qui est un formulaire d'évaluation de la situation de votre organisation, une sorte d'évaluation du readiness de votre organisation à aller vers un système de management de l'environnement et de l'énergie. Donc, si vous êtes participant, c'est totalement gratuit. Vous envoyez le formulaire et on vous rendra les résultats à vous, bien sûr à vous tout seul. Et puis, voilà, si vous avez des questions additionnelles, on pourra y répondre. Donc, je charge également ce formulaire, mais on vous le renverra. Est-ce que vous arrivez à ouvrir le formulaire? Voilà, le formulaire. Donc, le formulaire d'évaluation, c'est un ensemble de 34 questions qui vous est posé, sur lesquelles nous, on va se baser pour un retour sur la situation de votre entreprise par rapport aux différentes thématiques qui ont été posées. Bon, les questions ne sont pas posées dans le bon sens, donc vraiment, il faut répondre de manière simple. Et puis nous, dans un délai d'une semaine, on pourra vous renvoyer l'évaluation de votre entreprise et puis un plan d'action que vous pourrez suivre pour aller vers la mise en place de systèmes de management de l'énergie et de l'environnement. Pour le questionnaire d'évaluation de la formation, on n'a aucune réponse pour le moment. Alors, je vois une question de Demba. Bien sûr, nous enverrons aussi bien le lien vers l'enregistrement, mais également la présentation PowerPoint à tous les participants. Donc, tous ceux qui sont connectés, on a tous les contacts, on pourra leur envoyer ça. Merci. Merci. Il n'y a pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas pour la suite, on vous remercie de votre présence. C'était une formation d'introduction. Comme l'a dit mon collègue, on organisera des formations plus ciblées par secteur en début d'année, avec des groupes restreints pour des entreprises qui veulent vraiment aller vers un système de management, sans forcément se certifier. C'est une chose d'appliquer la démarche et une autre de se certifier. Donc, chaque entreprise ou chaque organisation doit mesurer l'intérêt d'aller vers une certification ou pas.
Mais en tout cas, un système de management, pour moi, ne fait aucun doute. Maintenant, il faut voir est-ce que vous voulez vous certifier et à quelles normes. Il est possible aussi de faire les deux normes 14001 et 50001 en même temps. Puisque voilà, ça permet d'avoir en termes de coût, voilà. Les entreprises certifiées, il y a le système et l'intelligence économique de nos jours. Ça, c'est un commentaire ou une question? Bon, on a une question de M. Dabo, donc, qui dit que le SME est-il en phase avec l'intelligence économique de nos jours? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je suppose que est-ce que c'est pertinent financièrement, économiquement d'aller vers ça? Totalement. Je prends l'exemple juste bien sûr, ça dépend du secteur d'activité, mais si je prends l'exemple de l'énergie, une entreprise qui a une facture annuelle de 100 millions, et il y en a beaucoup qui ont des factures comme ça, qui fait une économie de 15% juste en mettant en place le système de management de l'énergie, gagne 15 millions par an. C'est sûr que la mise en place du système ne lui coûtera pas 15 millions et c'est une économie qu'elle fait pour la durée. Donc, c'est une économie qu'elle va faire chaque année. Donc, chaque année, ce sera 15 millions d'économisés. Peut-être au bout de 3-4 ans, elle pourra déjà investir dans une installation d'énergie renouvelable. Donc, oui, c'est pertinent. De la même manière, dans le secteur de l'environnement, le fait de valoriser des déchets ou juste de se conformer. Aujourd'hui, on a des entreprises qui peuvent risquer la fermeture parce qu'elles ne sont pas conformes à la législation. Donc, effectivement, c'est intéressant économiquement et financièrement, c'est intéressant pour l'entreprise, pour sa compétitivité. Maintenant, il faut évaluer dans quel secteur vous êtes, qu'est-ce qui est plus pertinent et jusqu'où il faut aller dans la mise en place de ces systèmes de management de l'énergie et de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. On a une autre question de Madame Oumni Khairi en bas. Pourquoi au Sénégal, il est rare de voir des entreprises certifiées ISO 50001? Déjà, on n'a pas une grande culture, je pense, de la certification. Même 14001, quand il y en a 25 000 au Japon, et ça c'était en 2005, hein, donc aujourd'hui peut-être qu'on a le double. Au Sénégal, je pense que les entreprises certifiées ISO 14001, on pourrait les compter sur les doigts. Je pense qu'il y a deux raisons, parce que ce n'est pas encore une exigence d'un point de vue commercial. Mais je pense que le secteur oil and gas qui se développe et les exigences qui vont augmenter en termes de sécurité, de qualité et d'environnement pour fournir des services va augmenter le nombre d'entreprises qui vont se certifier. Sur l'énergie, c'est une norme quand même assez jeune qui date de 2011, donc qui date de moins de 10 ans. Elle a explosé en Europe parce qu'il y a des subventions et il y a un accompagnement. Il faut le dire. Hein. En France, en Europe, quand on met en place un système de management de l'environnement et de l'énergie, surtout de l'énergie, on bénéficie de facilités. Et donc, ça permet de donner du courage aux entreprises pour aller vers la certification. Aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas beaucoup de mécanismes. On a la chance d'avoir le bureau de mise à niveau qui permet de subventionner à hauteur de 80% quand même la mise en place de ce type de démarche. Et donc, ça devrait pousser les entreprises à aller faire ce processus-là. Effectivement, comme le dit une certaine Awa, la certification coûte cher. Pour certains, tout dépend de la taille de l'entreprise et de l'intérêt qu'elle a. Si pour accéder à des marchés à l'export, je dois me certifier, il faut se certifier. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui exportent des mangues ont une certification bio ou global gap. La certification coûte aussi cher, mais c'est une condition pour accéder à ces marchés. Donc, tout dépend de la situation de l'entreprise, du secteur d'activité et des bénéfices qu'elle veut en tirer. Alors, on a une autre question de M. Dabo qui dit, c'était pour savoir, est-ce que les entreprises ont une culture de mettre en place la veille dans ce secteur? Pas toutes, mais
En tout cas, nous, on est là pour, c'est notre rôle, en tout cas, d'essayer de mettre le cadre. On n'a pas présenté ça encore, mais on développe des outils assez intéressants qui permettent aux entreprises d'aller vers l'ISO 14001 ou l'ISO 50001 avec un coût réduit et voilà, et qui est adapté aux PME, qui permet de ne pas aller jusqu'à la certification, mais au moins de mettre en place le cadre, de faire une veille technique et réglementaire, d'avoir un minimum des indicateurs et un responsable au niveau du site pour pouvoir au moins suivre ces aspects énergétiques et environnementaux. Merci, merci M. Dabo. Il n'y a plus de questions? S'il y a une question, je suis en train de marquer ça. OK. Vous pouvez poser directement en ligne. Concernant la responsabilité environnementale des entreprises, ce que j'étais en train de demander, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une attestation intermédiaire qui n'est pas vraiment une certification, mais pour montrer juste que l'entreprise s'intéresse à la question environnementale, que son personnel s'y intéresse, qu'ils font des efforts pour respecter un certain nombre de normes environnementales, même si on n'est pas, ça ne va pas jusqu'à la certification. C'est ça la question. Tout à fait. C'est une démarche qu'on a même vue, par exemple, au Luxembourg, où il y avait un label qui s'appelait EMAS et il a été créé ce qu'on appelle un label EMAS Easy. EMAS, c'est comme ISO 14001, mais peut-être un peu plus poussé. Et les PME étaient invités à utiliser la certification EMAS Easy, qui était simplifiée et qui permettait à ces entreprises-là de montrer qu'elles ont mis en place une démarche sans aller jusqu'à la certification EMAS. Et économiquement, effectivement, c'est intéressant. Et ici, au niveau local, les entreprises peuvent effectivement aller dans la démarche. Il n'y a pas encore de label. Je pense que c'est peut-être des choses que le bureau de mise à niveau ou le ministère de l'Environnement peuvent essayer de voir comment mettre en place un label de bonnes pratiques en disant que voilà, cette entreprise applique les bonnes pratiques de management de l'environnement et de l'énergie sans aller jusqu'à la certification. Mais effectivement, ça peut être une idée assez pertinente pour pousser surtout notre tissu de PME à entamer cette démarche-là. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Oui, merci. Merci. Alors oui, il y a M. Tal qui demande, y a-t-il un déterminisme ou un lien entre les deux certifications? Oui, effectivement oui. Donc déjà, il faut rappeler que le système de management de l'environnement intègre les aspects liés à l'énergie. Sauf que l'ISO 14001 vient encore plus insister sur l'aspect énergétique parce qu'il est plus facile sur l'aspect énergétique de générer des économies financières. Et donc, c'est une certification qui peut vite être rentable, de manière en tout cas plus triviale que ce qu'on peut voir dans le secteur, dans le système de management de l'environnement. L'autre point, c'est que les deux normes sont, et ça date pas de longtemps, ça date de 2018, les deux normes sont maintenant construites de la même manière. Ça veut dire qu'une entreprise qui décide d'aller vers les deux certifications, il y a des actions qui se feront en commun, puisqu'on peut mettre en place une seule politique qui va parler aussi bien d'énergie et d'environnement. On peut nommer un seul responsable s'il faut, et on peut avoir un plan d'action global. Donc, de toute façon, on peut aller vers les deux certifications. En même temps, si c'est pertinent pour l'entreprise et c'est facilité. Ce sera en tout cas moins cher que de faire à côté la 14001 et à côté la 50001. Exactement. Donc, dans ce cas-là, on parlait de système de management intégré et on peut intégrer d'autres aspects, hein, la sécurité, santé, sécurité, voilà, la qualité.
Donc, et ce qui est important, dès qu'une entreprise a cette architecture-là, elle peut facilement aller vers d'autres certifications. Oui, bien sûr, M. Dabo. Donc, vous dites, est-ce que le SME ne doit-il pas être en phase avec la RSE? Oui, ça doit être en phase, surtout si, pour faire vraiment de la vraie RSE et pas seulement du greenwashing, si on met en place un système de management de l'environnement, les actions RSE qu'on fait, on est tenu aussi de les suivre, de les monitorer et de vérifier l'impact. Est-ce que l'impact qu'on attendait, si je dois planter 10 000 arbres au titre de ma RSE ou installer des pompes solaires dans les Niayes, parce que je veux faire de la RSE et je veux faire des actions qui ont bénéfice sur les populations et sur l'environnement, je dois être capable derrière de vérifier que les actions que j'ai faites, résultat d'un point de vue énergie, environnement, réduction d'émissions de gaz à effet de serre, réduction des consommations d'eau, le nombre de populations impactées, est-ce que ça n'a pas généré des problèmes, est-ce que ça a permis d'augmenter la qualité de vie des populations, ce qui est l'objectif principal de la RSE. Donc tout à fait, ça doit être complètement en phase. Merci beaucoup. D'autres questions? Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur l'adresse SupportTech. On y répondra dans les plus brefs délais. Si on partagera la présentation, on vous invite à répondre à l'évaluation. On a 5 réponses. Donc, on vous le renverra également, mais merci de bien vouloir compléter le formulaire de satisfaction parce que ça nous permet d'améliorer pour les prochaines formations, surtout que voilà, nous allons développer des modules beaucoup plus précis pour les entreprises. L'évaluation, donc, pour l'évaluation de la session de formation qu'on vient de faire, si vous voulez bien le renvoyer aujourd'hui, même ce matin, ce serait bien. Ça prend vraiment 5 minutes. C'est 4 cases, il faut cocher, c'est des étoiles. C'est facile, vraiment facile à compléter. Je peux remettre recoller le lien. Vraiment, ça prend pas de temps du tout. Donc ça, si vous voulez bien le faire tout de suite, vous pouvez le faire séance tenante. Je viens de reposter. Et pour le formulaire d'évaluation de votre situation, en tout cas la situation d'organisation par rapport au système de management de l'énergie et de l'environnement. D'abord, on vous l'enverra par mail séparé et on vous laissera 1 semaine pour le compléter. Et comme on dit, si vous avez participé à la formation, on vous fera un retour sur le résultat et sur les étapes qui vous attendent et sur la capacité en tout cas de votre organisation à aller tout de suite ou pas vers les systèmes de management de l'énergie et de l'environnement. Bon, sans question additionnelle, hein, on peut clôturer
la session. On vous remercie encore beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas à envoyer vos questions par mail, Supportech ou par WhatsApp pour ceux qui ont pu avoir le lien par WhatsApp. N'hésitez pas à le lien et bien sûr la présentation et on reste disponible pour toute information. Complément. Élise, So, ce qu'il y a des collègues qu'il faut féliciter, ils ont tout préparé. Donc... Merci à vous. C'est eux qu'on remercie franchement de nous avoir permis de réaliser la formation, qui est une première édition et on pense que ça va continuer, Inch'Allah. Et à bientôt pour la suite. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir, en attente des documents. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe Synergis. Allez, au revoir.